Yo les bros, c'est le retour des chapitres de One Piece, la pause de 3 semaines est terminée, c'est alors aussi le retour des reviews, let's go, c'est la fête. Bon, en réalité, les vacances ont été de courte durée pour moi, comme vous l'avez constaté ou non d'ailleurs, l'iceberg de One Piece numéro 2 est enfin sorti et disponible, alors j'en profite encore une fois pour vous remercier, mais cette fois-ci de vive voix, pour vos commentaires, vos messages d'amour et de bienveillance, c'était incroyable et ça valait totalement la peine d'y passer autant de journées interminables dessus, voilà, donc merci du fond du cœur, et si vous l'avez pas encore vu, ben n'hésitez pas à aller y jeter un œil, il pourrait vous plaire. Bon, maintenant que c'est du passé, concentrons-nous sur le futur, c'est dur à dire, en retournant sur Egghead, car ce nouveau chapitre cache encore de bien nombreux secrets, notamment sur la fin. Principalement sur la fin en réalité, Mars découvre quelque chose dans le Punk Record, et vous allez voir que c'est possiblement bien plus intéressant que vous ne l'imaginez. Le chapitre en lui-même a la fâcheuse tendance à se fragmenter en plusieurs morceaux et parties, pour que ce soit moins chiant à traiter, je vais les catégoriser, et on commence par les Mugiwara faisant face au Gorosei. Si Zoro et Jinbei n'apparaissent pas, tous les autres groupes, eux, œuvrent pour quitter Egghead, chose qui ne sera pas aisée puisque Venus Duro et Saturne apparaissent respectivement face au groupe de Franky et au groupe de Nami. On va commencer par le cas de Venus Duro, qui a d'ailleurs défait tous les pacifistas d'Egghead, ce qui montre l'efficacité exceptionnelle de ce doyen. Son apparition face à Franky, Bonnie et Atlas, en coupant un géant, c'est un vrai bonbon dans ce chapitre. Il représente la terreur et la puissance, c'est vraiment agréable, mais surtout c'est peut-être enfin le moment pour Zoro d'avoir son vrai combat. Bah ouais, et c'est vraiment pas pour forcer avec l'attente des fans, mais on a quand même cette envie et cette sensation qu'un face-à-face entre Zoro et Vénus pourrait avoir lieu. Or, tous les Mugiwara, excepté Zoro, Jinbei et Sanji, sont face à un membre du Gorosei actuellement. Ces trois-là sont justement en route pour rejoindre le groupe de Franky. Jinbei est allé chercher Zoro pour pouvoir se tirer d'Egghead en vitesse. Donc, vu qu'ils sont sur le chemin du retour et que de nombreuses minutes se sont déjà écoulées, vu qu'il ne reste plus qu'une minute avant le début du message de Vegapunk, ça signifie que les 3 Mugiwara manquants seront bientôt réunis. Le schéma serait alors assez simple, Zoro et Jinbei arriveront très bientôt proches du groupe de Franky pour les sauver de Venus Duro, débutant le bref face-à-face entre les deux épéistes. Et Sanji, lui, percevant grâce à son Haki l'observation la détresse de Nami au-dessus du labo phase, utiliserait son Skywalk pour aller la sauver, elle ainsi que Robin, qui, toujours blessée, les accompagne. Petit problème, il porte Vegapunk, n'est-ce pas? Eh bien, en croisant Zoro et Jinbei, il refilerait au paladin des mers le Vegapunk agonisant pour pouvoir gagner en vitesse et aider les femmes de l'équipage. Ainsi, Zoro affrontera Vénus, l'épéiste, pendant que Sanji affrontera lui, Saturne, le dieu de la science. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais ils ne feront que protéger leur groupe. Si Luffy n'arrive déjà pas à vaincre l'un d'eux, je vous laisse imaginer que Zoro et Sanji ne pourront rien faire de plus si ce n'est gagner du temps. D'ailleurs, Edison a un plan pour permettre au Sunny de s'envoler loin, et ce même sans le Vega Force. Donc le temps qu'il puisse mettre son plan à exécution, Sanji devra protéger le bateau et son groupe du terrible Saturne et de son invincibilité. Nul doute qu'Usopp, Nami et Chopper coopéreront avec lui. Nous arriverons peut-être enfin à un de ces moments de One Piece que j'adore tant, quand l'équipage travaille ensemble contre un ennemi commun. En tout cas, voilà à mon avis ce qu'on doit attendre de ces prochains chapitres. Avant de parler de Luffy, parlons rapidement de Stussy et Kaku qui réapparaissent pour la première fois depuis un bon moment. Première surprise pour moi d'ailleurs, Stussy n'est pas morte. Alors soit j'ai totalement oublié, ce qui est une possibilité absolue, soit la dernière fois que Stussy est apparue, elle était mourante après avoir été attaquée par Lucci. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je suis pas giga fan de la voir ici sans réelle explication, mais son rôle est plus qu'utile puisqu'elle se sacrifie à nouveau pour ouvrir le Dôme Frontière et permettre à nos protagonistes de s'enfuir. On est donc passé d'un membre du CP0 infiltré parmi les empereurs de la pègre à allié vital pour permettre aux Mugiwara de s'échapper. Sacré virage là. Pour le coup, je reste assez curieux de savoir comment Oda va faire évoluer le CP0 après cet arc. Que ce soit Lucci, Kaku, Stussy, ils se sont retrouvés à la fois dans des situations de conflit, les opposant les uns aux autres, ainsi qu'alliés temporaires des Mugiwara pour finir par être un petit peu le cul entre deux chaises avec le Gorosei qui s'en bat totalement les couilles d'eux, on peut le dire, et pourrait les tuer à n'importe quel moment. Au final, j'ai presque la sensation que ça va faire un Enies Lobby 2.0, le CP0 va s'enfuir et se défier du gouvernement mondial après avoir compris qu'il n'était que des insectes pour eux. C'est un peu redondant, mais on verra bien après tout. Je reste quand même content que Kaku n'ait plus rien à craindre de Mars. La scène de Luffy implorant pour la vie de son ami m'a assez touché pour espérer qu'il ne lui arrive rien. On en vient maintenant à la partie de Luffy et des géants contre le Gorosei. Avant de continuer, oubliez pas les bros, le meilleur moyen de me soutenir c'est encore et toujours de liker cette vidéo et de vous abonner car 40% d'entre vous regardent la chaîne sans la suivre, alors n'attendez plus, promis, vous ne serez pas déçus.
Et puis l'habituel rappel du live de ce soir sur la chaîne Twitch avec le petit débrief du chapitre, ça va faire du bien de vous reparler après toutes ces semaines. Voilà. Donc on disait, Luffy et les géants continuent de fight Mercure et Jupiter. Ce dernier aspire tout ce qu'il y a devant lui grâce à la force de l'air, parvenant presque à faire chavirer les géants malgré leur stature colossale. Heureusement, Luffy lui fera gober un bâtiment entier de Egghead, pas de doute, nous sommes bien dans One Piece. Pour le coup, j'ai plutôt bien aimé la scène, c'est vrai, comment mieux combattre de tels monstres que retourner leur propre pouvoir contre eux. De toute façon, ils sont invincibles, tu veux faire quoi contre eux? Pourquoi essayer de les affronter? Très bonne transition puisque Luffy ayant enfin perdu le Gear 5 dû à la fatigue accumulée, en regagne une grande partie après avoir mangé du Hakarl, une spécialité d'Elbaf qui est aussi une spécialité islandaise avec toujours la marque de fabrique des plats traditionnels des pays nordiques, un goût et une odeur très particuliers. Ouais. En même temps, mec, la préparation du Hakarl, j'ai regardé un peu sur Wikipédia, ça consiste à enfouir la chair dans le sol pendant 6 à 12 semaines. Chez moi, j'appelle pas ça de la nourriture, c'est un cadavre. Donc je comprends mieux que quiconque la réaction de Luffy. Après, ça a plutôt bien marché, le mets était tellement revigorant qu'il a tout de suite retrouvé son énergie pour pouvoir utiliser un Red Rock sur Mercure pour la première fois, je crois, depuis le chapitre 1000 face à Kaido. Non, je crois qu'il a réutilisé entre temps. Je sais plus, vous me direz dans les commentaires. Bref, malheureusement, il n'aura pas le même effet que face à Kaido, Mercure étant trop résistant, celui qui a pris le plus de dégâts est Luffy. Ouais, c'est Luffy. Donc si on doit faire un bref point sur ce passage, bien que Luffy était, je pense, un petit peu moins en forme que face à Kaido au chapitre 1000, son adversaire semble vraiment bien plus résistant que ne l'était l'empereur, pourtant considéré comme un monstre de robustesse. Concernant son regain d'énergie avec le Hakarl, généralement, je ne suis pas fan de ce style de facilité, mais tant que ça permet pas à Luffy de combattre toujours au même niveau et donc de supprimer d'un seul coup les effets négatifs du Gear 5, moi ça me va totalement. Hein. Si je comprends bien, Oda lui permet seulement de se déplacer seul, mais pas de combattre puisque même son Red Rock est inefficace. Surtout que le concept d'une nourriture revigorante n'est pas du tout bête, hein. C'est d'ailleurs un principe pas mal oublié dans One Piece, puisque Sanji a appris ce style de recette pendant les 2 années d'ellipse sur l'île des Okama. Or, on voit très peu souvent les Mugiwara mentionner les bienfaits de la nourriture de Sanji ou l'énergie qu'elle octroie, donc que ce soit utilisé par les géants n'est pas vraiment une nouveauté scénaristique, bien au contraire. En bref, les 5 doyens sont de vrais démons face auxquels Luffy semble absolument impuissant, et c'est vraiment impressionnant à voir à ce stade si avancé de l'histoire, que Luffy galère face à un crocodile en entrant dans Grand Line, ou face à Kaido qui était le premier empereur qu'il combattait, ça faisait sens, voilà. Mais aujourd'hui, Luffy lui-même est au sommet de sa puissance. Il a dit, hein, c'est le Gear 5, c'est le summum, quoi. Donc malgré ce niveau incroyable, il n'en reste pas moins inutile face aux démons du Gorosei, ce qui ne fait que donner de l'importance à la puissance des doyens. Et justement, nous pouvons passer à la suite, puisque l'un d'eux n'a pas encore été évoqué, je parle bien sûr de notre cher Marcus Mars, qui fait une drôle de découverte à la fin de ce chapitre. Je vais être tout à fait transparent, la partie York-Mars a été pour moi la plus passionnante et intéressante de tout ce chapitre, puisque la fin mène potentiellement à l'un des plus gros mystères de cet arc. En tout cas, si je me trompe pas. Ce qui, là encore, n'est pas sûr. Bon, déjà, on parle un peu des structures d'Egghead. Mars parvient à trouver l'endroit où le message a été enregistré avec l'aide de York. Le doyen le détruit en utilisant un rayon laser qui traverse entièrement le bâtiment, ce qui confirme ce que je disais d'ailleurs dans la review du 1110. L'Itsumade pouvant cracher des éclairs et du feu, Mars utiliserait ce genre de pouvoir. Bon, je pensais qu'il l'utiliserait sur le Dame Frontière, mais Osef, c'est un détail. Malheureusement pour lui, la destruction de ce bâtiment n'a pas arrêté la diffusion du message. Au contraire, ça a plutôt effrayé York, qui a révélé qu'à cet endroit se trouvaient 3 zones importantes. Le premier et deuxième étage du bâtiment B, qui cache respectivement le réacteur à fusion et le centre de développement des armes, qui sont reliés au bâtiment C qui pourrait tout faire exploser. Donc n'importe quelle explosion dans ces zones éradiqueront l'intégralité du Punk Record. J'ai alors relu certains passages d'Egghead et effectivement le deuxième niveau du bâtiment B a été visité par le groupe de Sanji avec Stussy, cette dernière mettant en garde la zone sensible dans laquelle ils sont. Donc juste en dessous leurs pieds se trouvait le fameux réacteur à fusion nécessaire à la création de Mother Flame, qui constitue un des objectifs principaux de récupération du Gorosei. Malheureusement, ça n'aide pas Marcus Mars, où se cache le fameux Denden Mushi qui permet à Vegapunk de streamer sur Twitch en direct devant plus de 8 milliards de personnes. Eh bien, dans un bref moment de calme, une petite voix retentit dans le Punk Record, cet endroit censé préserver le cerveau immense de Vegapunk que nous n'avons encore jamais vu. Alors que Mars se rend sur place, il retrouve sa forme humaine, découvre le Denden Mushi émettant le message de Vegapunk, sauf qu'un truc cloche. Il n'y a pas que ça dans le Punk Record, puisqu'un son semblant similaire à des bulles retentit et inquiète le doyen sur place. Ben voilà.
nous y sommes. Clairement, la review ne sera pas longue ni très dense puisque le chapitre reste assez simple dans son ensemble, mais j'ai attendu tout ce moment pour parler de cette fin et de la découverte de Mars. Déjà, il ne reste plus qu'une minute avant la révélation du message de Vegapunk, donc ça veut dire qu'il risque de commencer dès le prochain chapitre, mais d'un autre côté, Mars, ayant trouvé l'origine de la transmission, confirme de plus en plus l'idée que le Gorosei ne laissera pas le temps à Vegapunk de révéler toute la vérité au monde qui les a tant effrayés. Rappelons que c'est une première dans One Piece qu'un compte à rebours soit en défaveur des antagonistes, même s'ils vont forcément échouer sur quelque chose et que certaines informations du message de Vegapunk vont passer, comme peut-être l'existence d'un ancien royaume par exemple, normalement Mars parviendra à tout arrêter au bon moment. Je dis bien normalement car cette fin de chapitre, même s'il se trouve devant son objectif, semble présager qu'un problème va apparaître et Mars va faire une découverte tout à fait stupéfiante. Si vous n'y avez donc pas trop prêté attention, les petites onomatopées autour de Mars, lorsqu'il est entré dans la salle, sont exactement, précisément les mêmes que les bulles du sang vert des séraphins. Si vous avez un doute, je vous montre ça tout de suite avec le chapitre 1070 où l'excellence des séraphins est vantée par les Vegapunk grâce à leur sang vert qui leur permet d'utiliser les pouvoirs des fruits du démon. Lorsque le sang vert est mentionné et zoomé, les mêmes onomatopées, aussi appelées gyongo en japonais, apparaissent pour décrire les bloup bloup des bulles. Oui, les bloup bloup, vous voulez que j'appelle ça comment moi? Bref, vous avez compris et sûrement deviné où je voulais en venir, Mars ferait actuellement face à un séraphin ou du moins quelque chose qui concerne les séraphins. Voici donc les trois théories que j'ai sur cette page finale. La première est assez vague, il s'agirait d'une expérience liée aux séraphins et au sang vert. À l'abri de tous, Vegapunk mènerait des expériences supplémentaires autour des séraphins avec peut-être une arme ultime ou une cuve entière de sang vert, peut-être dans lequel repose son cerveau. Pour entrer davantage dans les détails, on sait que les séraphins se basent sur trois particularités bien précises, le sang des Lunarians, les pouvoirs des fruits du démon et le facteur de linéage des Shichibukai. Ainsi, dans le Punk Record pourrait se trouver un Lunarian, un ou des fruits du démon particuliers, voire d'autres clones de Shichibukai. C'est assez flou, mais en bref, il s'agit de quelque chose dont Mars n'avait pas connaissance à en juger sa réaction, donc j'essaie d'imaginer un petit peu tout et n'importe quoi autour de ça. Ok, donc ça c'est la première théorie, la première mise en bouche, maintenant on en vient à la deuxième, plus simple mais peut-être plus probable, il s'agit d'un séraphin de Shichibukai pré-ellipse comme Baggy ou Barbe Noire. L'une des principales interrogations qu'on a autour des séraphins, et à juste titre, c'est de savoir à partir de quand Vegapunk a-t-il récupéré l'ADN des Shichibukai. Jusqu'à présent, tous les Shichibukai originaux, donc j'entends par là ceux qui étaient en place quand Luffy a commencé son aventure, ont été révélés dans leur forme de séraphin. Ça, on est d'accord. Sauf qu'il y a eu des changements entre temps, et Barbe Noire ainsi que Baggy ont rejoint les rangs après que Crocodile et Jinbei furent virés des Shichibukai. Donc est-ce que Barbe Noire et Baggy auront également des séraphins, bien qu'ils ne fassent pas partie du groupe originel? On n'en sait rien, on ne sait pas depuis quand Vegapunk récolte de l'ADN des Shichibukai, mais c'est une totale possibilité. Un séraphin de Teach avec le pouvoir de son Yami Yami no Mi que Vegapunk a créé loin des regards du Gorosei et qui n'obéira pas à leurs commandements comme le font les autres séraphins, avouons que ça pourrait être une terreur absolue pour Mars. La puissance des séraphins est encore aujourd'hui absolument dingue et il semble qu'un seul d'entre eux peut représenter une vraie difficulté à contrôler même pour des combattants aussi expérimentés que les Mugiwara ou le Cypher Paul. Voilà pourquoi ce qu'a vu Mars serait l'un de ses futurs adversaires, un séraphin inconnu. Et maintenant, donc, on passe à la troisième théorie qui rebondit plutôt bien avec celle-ci tout en étant ma préférée. Mars va découvrir un séraphin absolument inattendu qui pourrait chambouler toute la suite de One Piece. En effet, il ne s'agirait ni d'un des Shichibukai connus mentionnés plus tôt, ni d'un nouveau personnage créé pour l'occasion, mais véritablement une légende de la piraterie et là encore, plusieurs possibilités existent, 3 de plus précisément. Il y a évidemment Roger, ça peut sembler improbable, complètement à côté de la plaque, mais n'oublions tout de même pas que Roger a été exécuté par la marine et nous ne savons pas ce qu'ils ont fait de son corps. A-t-il eu une sépulture décente? A-t-il simplement été jeté à la mer? Le gouvernement ayant entre ses mains le corps du plus grand pirate de sa génération aurait pu l'utiliser à des fins scientifiques, chose loin d'être improbable quand dans One Piece, il existe un équipage réanimant les morts pour leur donner une seconde vie. Toujours dans le cadre de création d'une armée de super soldats qui seront plus tard considérés comme les humains les plus forts du monde, le gouvernement aurait conservé les gènes de Roger afin d'en faire un clone, un séraphin. Chose que Vegapunk aurait bel et bien fait mais à l'abri des regards afin que ce séraphin interdit protège la transmission de son message au monde entier. Finalement ça ferait une belle symbolique, un clone de Roger qui protège le message final du scientifique qui allait révéler une vérité proche que le roi des pirates a pu découvrir sur Laftel. Bon, tout
Toutefois, soyons honnêtes, l'apparition d'un clone du roi des pirates pourrait facilement briser le mythe qu'Oda a créé à travers lui au fil de plusieurs dizaines d'années. Son héritage était celui d'Ace, de son équipage et du One Piece en lui-même. Le voir réapparaître sous une forme clonée dans sa jeunesse, obéissant à un scientifique, n'est peut-être pas vraiment l'idée qu'on se fait d'un retour de Roger dans l'histoire. Alors aurions-nous le même ressenti si ce n'était pas le Séraphin de Roger, mais plutôt celui d'une autre légende de la piraterie, Rox dit Chebek? On peut y trouver à peu près les mêmes défauts, voire l'homme ayant autrefois été à la tête de l'équipage ayant formé 3 empereurs réduits au stade de pacifista, prêts à répondre à tous les ordres, ne semble pas être une très belle introduction dans l'histoire. Pourtant, elle n'est pas impossible, encore une fois, si Chebek est vraiment mort lui aussi, il a été sur God Valley, lieu où se trouvait Saturne, dieu guerrier de la science, qui aurait pu y voir un intérêt scientifique et militaire de récupérer son corps pour en faire plus tard une arme de destruction. En plus d'être un bon moyen de l'introduire dans l'histoire, il ne faut tout de même pas oublier que même si les Shichibukai, déjà transformés en séraphins, ne sont pas des monstres légendaires au même titre que Roger ou Chebek justement, ça reste des pirates tout à fait exceptionnels, qui se retrouvent pourtant à la solde du gouvernement sous une forme enfant et clonée. Et même si ce n'est pas du tout mon désir premier en tant que lecteur, je ne serais pas étonné de voir le clone d'une légende de God Valley, alors que d'un autre côté, l'ADN de l'ordre entier des Shichibukai fut mélangé à celui de Lunarian et de Fruit du Démon pour en faire une nouvelle race d'élite. Mais ok, et comme je le disais, je peux concevoir que l'idée ne fasse pas l'unanimité. C'est pour ça que j'ai un dernier atout dans ma manche, un dernier personnage qui ne serait nul autre que le premier Shichibukai déchu. Je ne parle pas de Crocodile, qui est bien le premier Shichibukai ayant vu son titre être révoqué dans l'aventure de Luffy, mais ce n'est pas le premier de l'histoire de One Piece. Non, non, le premier connu est le Shichibukai vaincu par Ace il y a de cela 4 ans, ce qui mènera à une place vacante parmi l'ordre des corsaires, qui se verra ensuite être comblé par Kuma, comme expliqué au chapitre 1100. Donc, je récapitule pour être sûr que vous avez bien compris, mais l'origine de cette théorie vient de la page finale de ce chapitre montrant Mars devant quelque chose, ou quelqu'un produisant un effet sonore de bulles exactement similaire au Green Blood des séraphins, laissant suggérer qu'il pourrait s'agir de l'un d'entre eux. Ok, les séraphins sont tous inspirés des grands Shichibukai et parmi ceux de la vieille époque, un seul n'a pas encore été révélé et c'est celui qui a été défait par Ace il y a 4 ans. Nous avons appris très récemment, il y a moins de 10 chapitres, que c'est Kuma qui a pris sa place en tant que grand corsaire, montrant alors que même depuis plus de 10 ans, Oda n'a pas du tout oublié son existence. Alors croyez-vous vraiment que ce mystérieux grand corsaire ne sera jamais révélé, qu'il ne sera jamais plus mentionné dans l'histoire, que nous n'apprendrons rien de son apparence, de ses pouvoirs et même de ce qu'il est advenu de lui depuis sa défaite face à Ace? À mes yeux, c'est totalement impossible et je ne vois pas de meilleur moment pour introduire ce Shichibukai qui est ici sur Egghead en tant que premier prototype de séraphin créé par Vegapunk. Ce pirate qui pourrait d'ailleurs totalement devenir un personnage très important par la suite en étant l'homme à la cicatrice de feu gardant le dernier Road Poneglyph, apparaîtrait alors pour la première fois en tant que séraphin protégeant la mission de Vegapunk. Évidemment, c'est de la théorie qui théorise dur, hein, se basant sur des effets de bulles pour imaginer une telle chose, c'est peut-être pas suffisant pour vous, mais c'est tellement la première théorie qui m'est venue en tête que j'ai décidé d'exploiter cette hypothèse de séraphin jusqu'au bout. Et parmi toutes les théories citées, je dois avouer que le séraphin d'un Shichibukai déchu, mentionné depuis des années, mais jamais apparu au point où son existence en vient à être oubliée, me fascine mais vraiment profondément. Il est cependant clair que tout le monde n'adhérera pas à cette idée, alors vous, qu'en pensez-vous les bros? S'agit-il d'une création de Vegapunk, d'un clone de pirate connu ou rien de tout cela? En toute logique, nous aurons la réponse la semaine prochaine, donc feu, n'hésitez pas à partager vos idées et théories en commentaire, on les lira sur Twitch ce soir pour tenter de percer le mystère ensemble. Ah bah tiens, en parlant de vous, ne serait-il pas l'heure du désormais légendaire courrier de Goji? Vous connaissez le blabla, vous me posez vos questions sur le prochain chapitre de One Piece en commentaire de cette vidéo ou sur Twitter et j'y réponds dans la semaine d'après dans la review. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur le chapitre 1112, alors allons-y et n'oubliez pas de poser vos questions pour la semaine prochaine. Zou, on commence par 3 questions d'un coup. Comment Saturne a pu monter aussi vite? One Piece. C'est tout. D'où vient le sang qui goûte de l'épée de Vénus? Il vient du géant que le ref a totalement slashé en 2 secondes. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas gelé comme il a fait pour les pacifistas, preuve qu'il peut contrôler son pouvoir de glace sûrement à la perfection. York aurait-elle pu trahir le Gorosei? Sinon, pourquoi n'a-t-elle pas l'information sur la position de l'émetteur? Vu sa situation, elle a strictement aucune raison de trahir le Gorosei, bien au contraire, c'est sa seule vraie porte de sortie. Non, moi je pense qu'Oda nous a montré dans cette scène que malgré tout, Vegapunk ne partageait pas tout à ses satellites, et peut-être qu'en craignant que l'un d'eux puisse faire fuiter l'information, il aura caché l'emplacement véritable de la transmission. C'est la seule explication que je vois et ça redorerait un petit peu le blason de Vegapunk qui, malgré son intelligence, a fait quand même pas mal d'erreurs l'ayant conduit à sa perte.
Penses-tu qu'à Elbaf, Luffy et les Mugiwara vont apprendre toute la vérité autour de son fruit et ce qui l'entoure, voire en apprendre plus que ce qu'on en sait nous actuellement? Alors de base non, j'y pensais pas, hein, mais maintenant que les géants ont un lien affirmé avec Nika, ça me paraît inévitable, oui, et ça serait d'ailleurs une très bonne chose. Elbaf, c'est une terre antique, absolument mythique, un pays que je classe au même niveau que Wano Kuni en termes d'importance, et vous savez aussi bien que moi que Wano Kuni a été un tournant majeur dans les révélations historiques de One Piece. Surtout que dans le dernier chapitre, Warkuri laissait bien sous-entendre qu'un destin peu commun reliait Nika et les géants. Donc oui, Elbaf sera peut-être enfin l'endroit où Luffy, mais aussi nous-mêmes, en apprendront plus sur Nika. Et évidemment, n'oublions pas la présence de Zoro et des écrits d'Ohara qui ont mené Vegapunk à découvrir des choses sur le siècle oublié, dont l'existence de Nika. Non, moi je pense que Elbaf sera excellent les bros, croyez-moi. Salut Goji, comme d'hab, masterclass tes vidéos, surtout celle de l'iceberg, merci mon bro. Ma question est la suivante, penses-tu qu'on aura tout de même le droit, ne serait-ce qu'un petit bout de la révélation de Vegapunk, sachant qu'il ne reste qu'une minute? Comme je l'ai dit dans la review, il faut que Oda trouve le juste milieu de la bombe qu'il s'apprête à lâcher. D'un côté, il ne peut pas faire flopper le message de Vegapunk, qui a absolument rien dire, rien nous faire découvrir, ça n'aurait strictement aucun intérêt, sachant que le monde entier s'est mis en stand-by le temps de l'annonce. Et encore d'un autre côté, il ne peut pas tout dévoiler en fait. Vegapunk risque de faire de trop grandes révélations comme le justifie la présence du Gorosei au complet sur Egghead pour empêcher la diffusion de son message. Donc à mon avis, ça sera du 50-50. Des choses seront dites, des choses seront révélées, mais le message sera coupé au moment critique de la plus grande révélation. En tout cas, c'est pour moi le scénario idéal permettant d'en savoir un peu plus, mais pas trop non plus. On parle quand même là de l'histoire la plus attendue de One Piece, il faut bien faire les choses. Oda peut pas sauter les étapes d'un coup. Où est passé le robot géant antique? Pourquoi aucun doyen ne semble l'avoir remarqué? One Piece. Non mais oui, je sais pas. Moi-même je comprends pas. Après il faut se dire qu'il y a eu beaucoup de bruit et surtout une visibilité restreinte à cause du feu. Ceux qui l'ont vu dans le dernier chapitre sont des marines aussi à l'extérieur d'Egghead. Peut-être que de l'intérieur, un tel mastodonte est peut-être moins visible. Je sais pas. J'avoue que là on dirait que la fin du chapitre 1111, frère, elle a jamais existé. Et c'est même pas raccord avec le chapitre 1112. C'est frustrant de fou. Mais non, moi je pense que peut-être juste ça se voit pas et... Je sais pas. J'espère qu'Oda l'a pas oublié. Warkuri a-t-il bien une résistance similaire ou égale à Kaido? Du coup, j'ai choisi cette question pour réappuyer sur ce point parce que je sens que ça va beaucoup débattre. Il est difficile de vraiment comparer la résistance de Mercure et Kaido parce que si on se base exclusivement sur le Red Rock et les dégâts qu'il a infligés à l'un et à l'autre, il faut aussi se baser sur tout le contexte qu'il y a derrière ce fameux Red Rock. Face à Kaido, Luffy n'avait pas combattu en Gear 5 pendant plusieurs minutes, il n'était pas tombé à court d'énergie pour se revitaliser en quelques cases grâce au mets des géants. Donc en gros, j'estime que face à Kaido, Luffy était à ce moment-là précis, un petit peu plus en forme que face à Warkuri. Par contre, et même si c'est le cas, Warkuri n'a quand même pas daigné réagir à la patate de forain qu'il s'est prise. Que ce soit une version même un peu plus faible du Red Rock, une excuse mais absolument rien. Luffy a quand même mis une grosse puissance dans son coup qui a fini par être totalement annulé, voire même être retourné contre lui puisque son haki n'était pas suffisamment puissant pour percer la défense du Gorosei. Donc je pense que chacun des doyens a une particularité qui leur est propre. Warkuri c'est peut-être la défense, Vénus du Rose serait l'attaque et la vitesse, je sais pas, Saturne serait les poisons, Jupiter serait les embuscades qu'il peut tendre, et Mars lui sa capacité de voler et de générer des rayons laser. Alors c'est vraiment une liste faite à l'arrache, hein, mais vous comprenez un petit peu le délire que si Warkuri semble effectivement encore moins sensible au coup que Kaido, il est peut-être un peu moins polyvalent et manque de puissance comparé à un Vénus ou à un Mars. Puis de toute façon, la règle universelle de One Piece fait que les adversaires de Luffy sont de plus en plus forts à chaque arc, donc si on pensait que Big Mom et Kaido représentaient le top du top de ces combats, en réalité ils ne seront pas aussi puissants que les ennemis qu'il devra affronter dans le futur, Gorosei, Himu et Barbe Noire compris. Eh bien écoutez, petite review pour un chapitre plutôt simple, mais j'espère quand même que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Je vous remercie donc de votre soutien à nouveau pour l'iceberg ou même pour cette review. Je vous invite à vous abonner, à liker ainsi qu'à commenter et bien évidemment me rejoindre ce soir à 20 h sur Twitch. Portez-vous bien les bros, prenez bien soin de vous et de vos proches. Peace.